on voit au cœur du pouvoir quelqu'un que la plupart des économistes, des gens entre guillemets sérieux, considèrent comme des zozos. Et ça donne ce qui va suivre, c'est-à-dire théorie de Navarro. Il dit les droits de douane ont rapporté environ 600 milliards de dollars par an, soit environ 6 000 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Il s'est attaqué à Elon Musk et c'est là où on entre dans le dur. Elon Musk, dit-il, n'est pas un constructeur automobile, c'est un assembleur de voitures. Alors ça, je pense qu'elle a la formule qu'il fallait utiliser pour rendre Musk fou. Renaud Girard, vous auriez pu l'utiliser. Vous auriez assez méchant pour utiliser ce genre de formule. Réplique de Musk, regardez, Navarro est vraiment un crétin, il est bête comme ses pieds. Voilà. Est-ce que la guerre est ouverte autour de Trump ? Il y a plusieurs choses. Il y a un degré de violence quand même qui est absolument incroyable. C'est absolument sidérant à l'intérieur. Il y a des contradictions. C'est pas du tout homogène. Il y a plusieurs groupes tout à fait différents. Il y a les Musk qui est la tech ultra libérale, mais vraiment. Libertarienne, quoi. Est-ce que là, quand même, c'est un signe de division ? Est-ce que là, pour la première fois, il y a deux lignes ? Oui, parce qu'il y a trois lignes, à mon avis. Il y a trois lignes assez différentes. Et puis, il y a un autre élément, quand on voit cet individu, qui est quand même assez fondamental chez Trump, qui est un anti-élitisme absolu, une détestation des scientifiques, du savoir, de la connaissance. Tout ça étant mis dans le paquet qui n'a aucun sens, excusez-moi, du wokisme, où on met derrière ce mot tout et n'importe quoi, et donc ça permet de rejeter, et ça donne la politique qui mène, qui est dramatique dans les universités, les laboratoires. Restons vraiment sur le sujet économique, je viens parler d'eux. C'est lié. Oui, non, ça nous change effectivement des hauts fonctionnaires français qui ont envoyé justement la France ou l'Europe là où elle en est aujourd'hui. Et quand on regarde le match, non mais c'est vrai, quand on regarde le match effectivement États-Unis-Europe, je suis désolé, faut regarder les chiffres. Sur les 30 dernières années, le PIB américain hors inflation a augmenté de 110%, celui de la France et de la zone euro de 55%. De l'Allemagne qui a sous-investi. D'accord, mais c'est quand même la zone euro. C'est quand même du 5. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, le match est déjà gagné pour les États-Unis. Le match États-Unis-zone euro, il est déjà gagné. Donc ils n'ont même pas besoin de ce match. Donc dire que la zone euro est une zone de croissance forte, non, ça c'est un non-sens économique. C'est exactement l'inverse, parce que malheureusement, je termine, on a simplement été, nous, très bons pour faire du marketing, pour faire des normes, etc., pour mourir guéri, j'ai envie de dire. Par contre, effectivement, en termes de croissance, de chômage qui baisse, on en est très très loin. Alors disons les choses brutalement. Est-ce que les cinglés, entre guillemets, peuvent avoir raison ? Est-ce que là, pour beaucoup de gens, ils passent pour un cinglé ? Pour beaucoup d'universitaires classiques, il passera pour un cinglé. J'ajoute quand même qu'il est docteur en économie d'Harvard, Navarro. Je veux dire, évidemment, il est hétérodoxe, donc ça plaît pas. Et il a lui-même d'ailleurs enseigné à l'université. On a quand même le sentiment vaguement, je parle pas simplement de M. Navarro, parce qu'il y a d'autres spécimens dans le genre, dans l'équipe de Trump, on a quand même vaguement le sentiment que les fous ont pris le contrôle de l'asile. Entre le ministre de la Santé, Monsieur Kennedy, qui tient des théories sur les virus et la rougeole, qui sont... je pense que M. Navarro est à l'économie, ce que M. Kennedy est à la santé. Alors c'est vrai que... Et vos réactions, parce que là on entend deux choses extrêmement différentes. Il y a ceux qui disent, pourquoi pas, il est et vous dites c'est un fou. Moi je voudrais dire... Elon Musk qui raconte quand même clairement que revenir sur le libre-échange, c'est quand même une ânerie. Pour l'Américain moyen, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Donc ça va être compliqué. Et donc l'Américain moyen entend donc deux visions complètement opposées au sein même de ceux qui mènent la politique économique. Il y a eu une alliance. Si j'ai droit à 2 minutes de parole. Je vous en prie. Ensuite, il faut quand même regarder ce que ça donne le libre-échange au sein même de l'Union européenne. Je rappelle que l'Allemagne exporte vis-à-vis des États-Unis 160 milliards d'euros. L'Allemagne échange au sein même de l'Union européenne 880 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 6 fois plus. La France, c'est 7 fois plus, parce que c'est une zone de libre-échange. Donc on ne peut pas dire, en réalité, sans cette zone de libre-échange, on aurait pu imaginer que il valait mieux exporter aux États-Unis. Donc on voit bien que quand on laisse... libre-échange régulé, madame. C'est du libre-échange régulé. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes environnementales et
sociale ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, qui s'impose à tous les membres de l'Union européenne. C'est ce qui tempère d'ailleurs les observations. C'est ce qui tempère les observations que vous avez faites sur le match Europe-États-Unis. En même temps. Est-ce que je peux ajouter un élément, c'est que la victoire de Trump, c'est l'alliance de deux contraires. C'est l'alliance des forces populistes qui exprimaient la rancœur et la colère de la classe ouvrière blanche déclassée par les années de mondialisation et de rupture technologique surtout, et de la plutocratie des élites de la Silicon Valley. Et je pense que leurs intérêts sont extraordinairement divergents. Et la crise dans laquelle nous sommes entrés là, dans laquelle nous allons entrer, va creuser cet écart entre ces deux forces. Parce que ce qui déplaît aux élites de la Silicon Valley, et notamment ce qui va se passer sur le marché des actions, la classe ouvrière s'en fiche. Donc je pense que ce qui a fondé l'alliance autour de Trump va éclater, et le débat entre Navarro et Musk en est la première illustration. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On pourrait résumer ça en une expression, ce serait le retour de la lutte des classes, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des intérêts objectivement divergents entre l'électeur de Trump qui est derrière lui au moment où il signe les décrets et les milliardaires de la Silicon Valley. Je voudrais revenir sur l'idée ou l'hypothèse selon laquelle ces gens seraient fous. Il y a une phrase formidable de Javier Milei, le président argentin, qui est citée dans le livre de Daron Poli, le temps des prédateurs. Et Milei dit, savez-vous la différence entre un fou et un génie ? Réponse, le succès. Et je pense qu'il ne faut pas être trop péremptoire. Ce qui est en train de se passer, c'est complètement contraire à tout ce qu'on a vécu, à notre petit train-train, à notre petit ronron, où le libre-échange c'est bien par principe, où les droits de douane c'est mauvais parce que c'est comme ça. C'est possible. C'est possible. Mais Trump a beaucoup de défauts, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un homme qui est réactif. Donc on va voir. Je parlais de Milei quand il a commencé à imposer à l'Argentine cette cure de libéralisme échevelé. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh là là, il est fou, il veut supprimer des ministères. Il va y avoir des fonctionnaires en moins. » Je suis pas du tout résultat des courses, l'Argentine aujourd'hui est un pays qui va plutôt mieux. Donc peut-être que Trump se trompe. Mais attendons un peu, peut-être un peu avant de juger. Rappelons bien dans l'histoire, rappelons une seconde. Rappelons bien dans l'histoire. Hein. Souvent, on a fait passer pour fou. Vous vous rappelez le général de Gaulle. Hein, les milieux financiers ont souvent considéré que le général de Gaulle était cinglé. Disons les choses. Alors aujourd'hui, on reconnaît effectivement qu'il avait raison. Quand il a fait sa conférence de presse de 65, où il a fustigé le privilège exorbitant du dollar, aujourd'hui c'est considéré comme une conférence absolument géniale et économique par les universitaires américains. Bon, et le général de Gaulle, effectivement, lui ne faisait pas, se moquait des cours de bourse. Oui. Il disait la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Voilà. C'était à l'époque où il y avait encore une vraie bourse. C'était pas dématérialisé comme aujourd'hui. Et évidemment, on a dit qu'il était complètement dingue et gâteux quand il a prononcé ce discours génial, Vive le Québec libre, qui a en fait redonné sa fierté et sa marque toujours. Quand il est rentré à Paris, le gouvernement était en randonnion. Il y a eu beaucoup de témoignages entre deux. Ils disaient le vieux est devenu cinglé. Oui, devenu cinglé. C'est un des plus grands discours de Gaulle. Excusez-moi, mais il n'était pas instable et imprévisible comme Donald Trump. Aujourd'hui, mettez-vous dans l'état d'esprit des entreprises. Les entreprises européennes. Laissez parler Stéphanie Villers, s'il vous plaît. Oui, en fait, mettez-vous à la place des entreprises européennes aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'elles aillent investir sereinement aux États-Unis avec un président aussi instable et imprévisible ? C'est impossible, en fait, d'avoir une feuille de route avec lui. Et donc, sa dangerosité, en fait, pour l'économie américaine, elle est là. Et donc vous nous dites que les investissements, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que vous nous dites que les investissements européens aux États-Unis vont s'arrêter. Moi, je ne dis pas du tout. On en parlera, il faudra faire un tour. Je ne dis pas dernièrement un exemple très clair, c'est CGM, qui est un très beau groupe français. Dont le président est un ami intime d'Emmanuel Macron, qui a quand même investi 20 milliards de dollars aux États-Unis. Il a déclaré dans le bureau de Trump. Donc, s'il vous plaît, regardez, écoutez en tout cas. Aux États-Unis qui connaissent le marché américain, ils n'ont aucune raison de faire marche in arrière. Mais le projet de Donald Trump, c'est bien de voir l'ensemble des autres entreprises venir
s'installer aux États-Unis. Donc je pense que autant Biden avait créé cette zone d'attractivité, autant Trump est en train de la détruire. Regardez en tout cas, la Maison-Blanche, ça ne la gêne pas apparemment que ce soit un petit peu échevelé. Le commentaire de la porte-parole, la fameuse porte-parole de Mme Leavitt est assez fort sur le thème qui a raison entre Musk et Navarro. Écoutez sa réponse. Il s'agit manifestement de deux personnes qui ont des points de vue très différents sur le commerce et les droits de douane. Les garçons sont les garçons et nous laisserons leur prise de bec publique se poursuivre. Et vous devriez tous être très reconnaissants d'avoir l'administration la plus transparente de l'histoire. Et je pense que cela témoigne également de la volonté du président d'entendre tous les points de vue, d'avoir au plus haut niveau de ce gouvernement, dans cette Maison-Blanche, des personnes qui ont des opinions très diverses sur des questions très variées. C'est lui qui a fait... Voilà, petit commentaire là-dessus. Le ton un petit peu comme ça, sympathique, un peu joueur, les garçons sont les garçons, c'est assez fou. Elle a, je crois, 27 ou 28 ans. Dans son genre, elle est très talentueuse. Hein. Alors, on est d'accord ou non avec l'équipe Trump, mais c'est un personnage. Ben évidemment, c'est un personnage et on aime la regarder, en fait. Elle ne nous Elle a un charisme. Pas. Elle a un charisme. Elle a un charisme, elle dit les choses. Mais quand on dit... Quand vous disiez que Biden, effectivement, il avait fait venir les investisseurs, et c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais il a fait venir les investisseurs avec quoi? Avec un truc qui s'appelle Inflation Reduction Act, c'est-à-dire une attaque directe sur le libre-échangisme. Une attaque directe sur le libre-échangisme, c'est-à-dire de la subvention massive qui est condamnée par l'OMC. C'est ce qu'a fait Biden, il faut quand même le rappeler. Sinon, voilà. Et donc, en fait, Trump, par d'autres moyens, continue une politique nationaliste des intérêts américains.